Les mots de la plume. Les mots de la plume. Plume. TV. Depuis quand vous êtes auteur? Vous écrivez depuis quand? Alors depuis, je dirais peu, par rapport à ma vie, à ma longue vie. Oui. C'est-à-dire que j'étais tellement prise par mes activités professionnelles que j'ai toujours eu envie d'écrire, mais j'écrivais en rapport avec mes activités professionnelles. D'accord. Et pas du tout pour moi. C'était de la fiction peut-être ou... Donc, Comment mes vous activités écriviez professionnelles, Non, enfin je veux dire, vos écrits c'était basé sur vous, c'était de la fiction, quel genre d'écrit? Alors, je n'ai commencé à écrire que lorsque j'ai pris la retraite. D'accord, j'ai compris. Voilà pour dire. Que vous aviez eu Donc, plus de temps peut-être pour ça. Parce que là, j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de me consacrer beaucoup plus à l'écriture. Voilà. Avant, je disposais pas de temps pour ça. Bien parce sûr. que j'avais des activités extrêmement accaparantes Et que faisiez-vous alors? passionnantes souvent. Donc voilà. J'ai fait pas mal de choses. Au départ, j'étais conseiller d'éducation populaire. Ok. Voilà. Donc, je me suis occupée de maisons des jeunes et de la culture. Je me suis occupée de programmation de théâtre, de centres culturels, de choses de ce genre-là. Et puis, j'ai aussi créé des centres de formation dans le domaine des arts. Et des arts plastiques, des arts graphiques, mais toujours en conservant la dimension, contact, éducative, conviviale, etc. D'accord, je vois très bien, très bien. Et alors, qu'est-ce que vous avez écrit alors depuis? Alors depuis que vous avez commencé à écrire. Depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai commencé comme tout le monde, je crois, ou presque par un petit exercice autobiographique sur l'enfance. Très bien. Il me semble que ça se fait, c'est presque ça toujours se fait comme assez ça. régulièrement. Voilà. Souvent, c'est ce qui vient de manière plus spontanée, j'ai envie de dire. Oui, On a envie de se livrer un peu, je comprends. Voilà, se livrer. Je sais pas si c'est se livrer, mais c'est parce que ça apprend à puiser dans le passé, dans la mémoire. Ça apprend à retrouver des sensibilités. Enfin, je sais pas. Il me semble que beaucoup de personnes ont cette démarche. Après, j'ai écrit quelques textes, des portraits. J'aime bien regarder les gens, essayer de les deviner ou raconter leur histoire à ma façon. Voilà. Donc d'où l'idée peut-être d'écrire sur la catastrophe de Fukushima, l'idée de... on retrouve aussi ces portraits d'ailleurs à l'intérieur. Je pense que ça c'est quelque chose qui sans doute me poursuit. On le trouve à travers tout ce que j'écris finalement. Il y a toujours des portraits. Voilà. Des portraits, c'est ce qui vous touche finalement. De gens, oui, et voir comment... Moi je trouve que tous les gens sont différents, tous ont un talent. Tout le monde est bon à connaître, tout le monde... Il y a du bon ou mauvais, mais peut-être que vous dites que... Il y a quelque chose à voir, voilà. Il y a quelque chose à découvrir. Tout le monde peut-être avoir une part vraiment intéressante en lui. On le fait au moment où on adhère, bien sûr. Donc pourquoi avoir écrit ce roman? Qu'est-ce qui vous a touché? Pourquoi se diriger vers ce sujet? Comment vous en êtes arrivé à vouloir écrire ça? Racontez-moi. Alors, en fait, l'affaire de Fukushima est un fil qui suit tout le roman, mais qui n'est pas... Je ne traite pas du problème ni du tremblement de terre, ni de l'accident nucléaire d'une façon scientifique ou technique ou quoi que ce soit. C'est pas un livre documentaire du tout. Quelle a été votre démarche, vous, alors? Ça a été juste dire... je ne peux pas laisser ça, c'est un témoignage que je veux faire. Alors, c'est un petit peu en rapport avec mon histoire, parce que moi, je suis née quelques jours avant Hiroshima, le désastre d'Hiroshima, et je ne l'ai pas su pendant 17 ans de ma vie, ce qui veut dire qu'on ne m'en a parlé ni dans ma famille, ni à l'école. Même pas à l'école, c'est curieux. Non. Et j'ai découvert donc cette affaire Hiroshima par le film d'Alain Resnais, la sortie du film d'Alain Resnais, Hiroshima mon amour. Et là, ça a été quelque chose qui m'a marqué, qui m'a bouleversée, qui m'a marqué, mais je me suis dit, mais comment j'ai pu vivre 17 ans de ma vie en ignorant une chose pareille, qui est la plus grave qui se soit passée dans mon siècle, Et je me suis dit, mais c'est pas possible
que ces choses-là ne soient pas dites aux jeunes. Vous avez été peut-être révolté du manque d'intérêt que portaient les gens là-dessus. Mais c'est fou quand même. Je disais ma mère qui me racontait des tas de choses, qui était une bavarde incroyable. Elle m'a jamais parlé de ça. Ça s'est passé 8 jours après ma naissance, quoi. Et du coup, après, quand Fukushima est arrivé, ça m'a fortement touchée. Je me suis dit, merde, encore ce pays qui trinque de cette façon, c'est horrible. Et curieusement, ici... Et je me suis dit, il faut en témoigner, parce que des enfants qui seront nés au début du mois de mars, Parillon, qui a 17 ans, ils ne sauront pas qu'il y a eu Fukushima un jour. Je pensais qu'on ne pouvait pas ne pas parler de Fukushima, parce que c'est aussi la chose la plus grave qui s'est passé ces dernières années. Et au train où va l'information, c'est déjà oublié depuis longtemps. Bien sûr. Et considéré comme réglé. Bien sûr. Alors que non seulement ce n'est pas réglé, mais ça empire de jour en jour. Et je suis bien placée pour le savoir, puisque je tiens la chronique de la catastrophe de Fukushima, des conséquences de la catastrophe de Fukushima dans ce journal écologiste, et que donc je reçois toutes les dépêches du monde entier sur le sujet d'évolution de la situation. Est-ce que justement, par rapport à tout ce que vous avez dû lire, vous avez dû enquêter, etc., est-ce que ça a été un sujet difficile à traiter, que ce soit difficile dans la pêche aux informations, que difficile à traiter humainement, parce que c'est très fort. Est-ce que ça a été difficile pour vous de traiter un sujet comme celui-ci? Et autre question, comment justement vous l'avez préparé? Je n'ai pas dit je traite le sujet. En fait, j'ai attrapé au fil de mon écriture, parce que c'est un petit peu, ça se présente un petit peu comme un journal, c'est-à-dire que ça se déroule sur 2 ans, du 11 mars, donc de l'après 11 mars 2011 au 11 mars 2013. Voilà, donc pendant 2 ans, des personnages vivent, se rencontrent, parlent. Il est question de Fukushima et pas que. Et lorsqu'il est question de Fukushima, eh bien, je fais un petit peu le point sur la situation. Je rencontre des Japonais avec qui je parle. Et vous, personnellement, vous pensez au nom de quoi? Vous pensez que vous voulez faire connaître cette histoire aux gens, donc c'est plus peut-être un documentaire, ou alors au contraire il y a une approche plus liée à la fiction, un thriller? Quelle est votre approche, vous, dans votre... Alors, thriller, je fais semblant. J'amorce un semblant d'enquête au sujet d'un personnage, mais en réalité c'est par jeu. Mais je suis pas du tout je suis pas du tout dans le thriller, non. D'accord. Non, je suis plutôt, je sais pas comment je dirais, c'est un roman où des gens se recherchent, se rencontrent. Je suis très, comment dire, les gens s'aiment, se découvrent. Justement, ça me donne une transition sur ma prochaine question. C'est qu'avez-vous voulu partager avec les lecteurs? Et je pense que les lecteurs qui sont sensibles à mon livre, et j'ai eu le grand plaisir de m'apercevoir qu'il y en avait beaucoup, et de tous les âges, c'est peut-être ce qui m'a touché le plus. De tous les âges et de tous les milieux culturels, c'est peut-être ce qui m'a touché le plus. Il devait avoir en commun avec moi cette envie de convivialité et de solidarité qui se dégage, je pense. Bien sûr. Votre objectif était là, justement, on en parlait, le fait de faire connaître à pas seulement une catégorie de gens, mais à n'importe qui, finalement. Mais alors là, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que des jeunes de 20 ans se sont régalés de le lire, et je me suis dit, quel bonheur pour moi quand même. Est-ce que vous avez pu parler à des jeunes de la catastrophe? Alors c'était extrêmement étonnant, parce que ce que je peux dire, c'est que d'une façon presque unanime, c'était un refus complet de parler de la catastrophe nucléaire. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Vous l'avez compris? Ça les gêne. Ça les gêne? Oui, ça les gêne énormément. Ça les gêne énormément. Ça les culpabilise énormément. C'est tabou. C'est complètement tabou. Au Japon, on conteste pas facilement. C'est pas la France. Bien sûr. Voilà. Vous pensez que... ils voulaient bien parler du tremblement de terre. Ils voulaient bien parler du tsunami, mais il n'y avait pas eu d'accident nucléaire.
Vous pensez que c'est un refus de leur part? Un refus, mais alors complet. Ils veulent oublier ça de leur vie, complet. vous croyez? Ah oui. Complet. Et j'ai travaillé même après, parce que j'ai conservé des contacts. Je suis devenue amie avec la professeure de japonais de ce lieu. Oui. Et je travaille avec elle régulièrement, je l'aide pour des traductions qu'elle fait. Okay. C'est-à-dire que, bon, elle maîtrise le français, elle le parle couramment, mais il y a des choses à l'écrit qu'elle peut pas... Qu'elle a du mal à mettre à l'écrit, bien sûr. C'est très difficile de faire de la traduction. Ah, c'est sûr. Donc je l'aide à faire de la traduction. Donc on parle quand même beaucoup. On se voit, on s'est vu toutes les semaines là pendant la saison dernière. Et même avec elle, je suis pas arrivée à parler de la... Alors qui sont... Il y a un refus, il y a une fuite. Et qui ont été finalement ceux qui vous ont parlé plus librement? C'est les anciennes générations, les nouvelles? Disons que j'ai parlé beaucoup du Japon avec eux. J'ai moins parlé de la catastrophe. La catastrophe, je l'ai su par toutes ces dépêches que je recevais, par les témoignages, des livres. Oui. Bien sûr, il y a des militants au Japon, il y a des gens qui contestent, qui protestent, qui veulent que le nucléaire s'arrête absolument. Bon, mais il y en a peu. Il y en a peu. Oui, il y en a peu par rapport à l'ampleur que ça devrait avoir. Ils ont moins l'esprit contestataire peut-être qu'en France, qui est un pays sont très obéissants, ils aiment justement faire des manifestations. Oui, bien sûr. Ils ne contestent pas facilement. Et là, maintenant, on s'aperçoit, je le vois d'après les informations que je reçois, que quand même ils commencent à s'opposer, par exemple, au gouvernement qui veut relancer le nucléaire. Les maires des communes, ils ont quand même créé des associations pour essayer de sauver les enfants. Il y a une grosse association qui s'appelle Sauvons les enfants de Fukushima. Alors c'est marrant parce que je l'avais créée dans mon livre fictivement et elle existe. C'est vachement bien. Oui. C'est vachement bien. Mais je pense que vous pouvez être fier de ce livre parce que comme vous dites, c'est un livre qui est facilement entre guillemets lisible par toutes les générations. Donc je pense que vous avez fait une œuvre assez importante quelque part parce que ça risque de parler à beaucoup de monde. Donc vous êtes fier de ce travail, franchement? Moi, je suis pas jamais fière de moi. Non, je vois les erreurs, je vois les choses que j'aurais dû faire mieux. Je voudrais le reprendre, mais non, moi, je suis jamais fière de moi. Puis je suis jamais contente. C'est ennuyeux. Enfin bon, ça c'est mon problème. On va pas. Mais quand même, il y a une ou deux choses qui m'ont fait plaisir. Oui. Un jour, j'ai vu une dame que je connais pas beaucoup, et elle m'a dit qu'elle s'était régalée de mon livre et qu'elle aurait voulu que ce soit un livre de gare. D'accord. Parce qu'il est accessible à tout le monde et il raconte moins de bêtises que la plupart des livres qui sont vendus dans les gares. C'est sûr que quand je vais en gare et que j'ai envie d'acheter de quoi bouquiner, j'aimerais ça me fait plaisir de tomber un livre comme celui-ci. Voilà. Alors dites-moi, il nous reste 3-4 minutes. Est-ce que vous pouvez donc nous parler de votre futur projet? Oui. Dites-nous. Oui. Alors c'est plus qu'un projet parce qu'il est tout écrit. D'accord. Le tapuscrit est prêt. Ok. Alors là, c'est une histoire qui me tenait à cœur aussi, que je voulais bien raconter. Alors dites-moi tout. J'ai travaillé pendant quelques années pour le ministère des Dom-Tom. Ok. Je dirigeais un centre qui accueillait des originaires des départements d'outre-mer, de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, principalement, quoi. Et j'étais à une période charnière de l'histoire des rapports entre la France métropolitaine et ces îles. C'est le début des années 80, enfin 80, c'était exactement en 84 que j'ai commencé d'y travailler, où la politique a changé, c'est-à-dire on a arrêté la politique de déplacement systématique et de migration forcée vers la métropole, en particulier des Réunionnais. Et on a essayé de sauver les meubles, si je peux dire, parce que beaucoup de jeunes de ces îles s'étaient retrouvés échoués en France un petit peu contraints et forcés, et puis ils vivaient très mal parce qu'ils étaient incapables de s'insérer, ils n'avaient généralement pas suffisamment d'instruction, pas de diplôme, et ils étaient très paumés, quoi, un mode de vie qui leur convenait pas et tout. Donc moi je me suis trouvée au moment où on a commencé à se dire qu'il fallait arrêter d'une part l'immigration et d'autre part essayer d'aider ces gens à s'en sortir, quoi. Bien sûr, Ou que s'ils retournaient chez eux, ils y retournent au moins avec un minimum de formation, qu'ils n'aient pas tout à fait perdu tout leur temps.
Voilà. Et tout ça s'est fait donc. Alors moi, je dirigeais un centre de formation qui était aussi un centre d'accueil et qui était aussi un centre culturel et un château appartenant vraiment au patrimoine. D'accord. Et j'avais tout ça à gérer de pair, ce qui ne manquait pas de cocasserie, d'autant que je travaillais avec les personnels qui étaient héritiers de l'époque des migrations. Qui étaient d'anciens colons de Madagascar, originaires de la Réunion. D'accord, je vois. Et c'était la folie. Alors, le but était d'aider les gens à s'insérer dans un métier et dans la ville, généralement. Et on se trouvait dans un château en plein milieu des vignes, dans l'Hérault, loin de toute habitation. D'accord. Enfin, bon. Donc c'était totalement cocasse, ahurissant. On se demande comment un ministère peut avoir des idées pareilles de faire. Voilà. Alors, on comprend ensuite quand on découvre l'historique. Oui. Et j'ai eu envie vraiment de raconter ça parce que ça manquait pas de sel, quoi. Et les relations avec les différents ministères et tout ça aussi, c'est drôle. Et finalement, je trouve ça. Je trouve que vous avez donc un rapport à l'écriture qui est assez à vous, dans le sens où il y en a certains qui vont écrire pour parler d'eux, certains vont écrire pour le divertissement, certains vont écrire parce que ça leur fait du bien ou autre, mais vous, j'ai l'impression que vous écrivez pour justement faire découvrir des choses aux gens, parce que vous êtes révolté par des choses. Ah oui. Vous voyez ? Donc finalement, pour vous, je pense que vous avez un rapport à l'écriture bien à vous. Ah oui, parce que là-bas, j'ai découvert des choses, je me suis dit, il faut vraiment les partager. C'est ça, vous êtes plus dans l'esprit de faire découvrir des choses. Oui.